L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Samia Oroseman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes franco-tunisienne. L'an dernier, le magazine Vanity Fair vous a classé parmi les 50 Français les plus influents. Vous jouez en ce moment votre One Woman Show à l'Apollo Théâtre à Paris. C'est un gros succès et vous signez Femme de couleur chez First Édition, un livre qui raconte votre vie, votre parcours. Vous êtes aussi parmi celles qui ont lancé le Festival du Rire à Djerba, c'était en 2014, on en reparlera tout à l'heure. Dans votre vie, Samia Oroseman, il y aura sans doute un avant et un après, avant et après, une vidéo qui a été tournée à la fin de l'année 2014. On va en regarder un extrait, on en parle juste après. Alors bonjour, c'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes, juste pour commettre leurs méfaits, d'accord? Vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles, hein? On est fatigués, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même, voilà. Donc merci de choisir une autre religion, voilà. Au revoir. Alors cette vidéo, vous l'avez tournée, c'était à la fin de l'année 2014, après les attentats d'Ottawa. Un Canadien intégriste musulman avait attaqué le Parlement, on s'en souvient. Elle est ressortie, cette vidéo, après les attentats contre Charlie Hebdo, en janvier 2015. Et là, les événements lui ont donné un autre écho, et du coup, à vous aussi. C'est ça. Elle a fait vraiment le buzz et on m'a invitée sur tous les plateaux télé parce que cette femme musulmane, avec un accent à couper au couteau, paraissait rassembler les gens en fait. C'était une manière de dire, autant que tous les autres, on se sent concerné par ce qui se passe et on se sent pris en otage. Donc, Mais vous gardez un souvenir ambivalent, dites-vous, de ce moment-là, celui de la notoriété, mais aussi celui peut-être d'un moment où vous avez été étiqueté par certains humoristes musulmanes. Oui, c'est fatigant. En fait, souvent, on m'a invité sur des plateaux et puis genre en dessous, il y avait marqué l'humoriste voilé. Et je trouve ça triste en fait qu'on catalogue encore les gens selon leur appartenance religieuse. Je veux dire, on est quand même en 2018, à un moment donné, il faut peut-être faire abstraction et écouter juste ce que la personne a à dire. Ça fait plus partie de vous qu'une revendication. Exactement, c'est juste ça, c'est un détail. Voilà, vous n'êtes ni une égérie, ni une porte-parole, vous êtes humoriste avant tout. Je suis juste moi, c'est tout. Et je raconte des histoires drôles, c'est tout. Mais est-ce que c'est compliqué quand même en France? Donc ce voile que vous portez, vous l'avez transformé, si on peut dire, en turban, que vous arborez fièrement, toujours très coloré. Est-ce que c'est quand même compliqué aujourd'hui en France d'avoir du succès en étant une femme voilée? Parfois oui, parce qu'on vous ramène toujours à ça. En fait, moi, je rêve d'un moment où on n'en parlerait absolument plus et que ce serait juste un détail parmi tant d'autres. Mais c'est quand même un des sujets de votre spectacle. Vous ne faites pas abstraction de ça. J'ai deux petites minutes où je parle du foulard pour déconstruire les clichés, où je dis que les gens ont changé le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête. Genre, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Je dis, au début, j'avais essayé sur les pieds, mais c'était un peu galère pour marcher. Et donc, plein de petites phrases comme ça pour faire rire et dédramatiser un petit peu les choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très pointé du doigt et que c'est usant. Je veux dire, dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas ce problème-là. Tout le monde est pareil et on s'en fiche de ce que vous portez. L'essentiel, c'est ce que vous avez dans la tête, pas sur la tête. Il y a notamment en France une chanteuse d'une émission de télécrochet qui a dû quitter l'émission, non pas à cause de son voile, mais ça lui a été reproché. Il y a la porte-parole de l'UNEF également, qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle était voilée. Alors que pourtant, elle a été élue et que le conseil d'administration l'a choisie également. Donc c'est juste pathétique. Pour moi, on est encore au Moyen-Âge. Et il y a un moment donné, il faut arrêter de focaliser sur des détails comme cela et regarder ce qui est le plus important, c'est ce que la personne a dans la tête. Alors justement, dans votre spectacle, vous parlez de votre enfance. Vous êtes né à Paris, vous avez grandi une partie de votre vie à Clichy-sous-Bois, c'est près de Paris. Vous parlez de votre parcours, vous êtes passé par le conservatoire notamment. Vous parlez de votre famille d'origine tunisienne, donc plutôt traditionnelle. Vous imposez dans le milieu du stand-up, ça n'a pas été facile? Ouais. Après, je pense que pour d'autres personnes, ça a été la même chose. Quand on est femme, déjà, c'est compliqué. Mais en plus, quand on choisit un métier artistique, qu'on soit femme ou homme, c'est encore plus compliqué. Je veux dire, les parents ont beaucoup de mal à accepter qu'on puisse devenir saltimbanque, parce que c'est un peu l'insécurité, c'est ne pas savoir si son enfant va réussir ou pas. Donc pour eux, il fallait un bagage, à savoir les études. Donc je m'étais inscrite à la fac juste pour leur faire plaisir. Et il a fallu lutter. Mais Dieu merci, maintenant, je vis de mon métier. Je voyage énormément. J'ai la chance de rencontrer plein de gens extraordinaires. Et je suis ravie d'avoir fait ce parcours-là, quoi. Parmi les thèmes qui reviennent beaucoup, il y a votre passion pour l'Afrique noire. Ouais. Vous dites souvent que vous regrettez de ne pas avoir eu la peau plus foncée. Ouais.
Je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire parce que je trouve que les femmes subsahariennes, elles ont beaucoup de charisme. Elles sont très belles. Et je reviens d'ailleurs du Mali où j'ai été passer 5 jours. Je suis partie en voyage avec une ONG pour aller essayer de filer un petit coup de pouce là-bas. Et du coup, chaque fois que je vais en Afrique subsaharienne, je reviens le cœur déchiré parce que je les trouve tellement chaleureux et généreux que j'ai envie de m'installer là-bas. Et puis vous imitez aussi souvent dans votre spectacle votre maman qui est décédée. Votre maman, quand elle a appris que vous étiez tombée amoureuse d'un Antillais, peut-être vous pouvez nous l'imiter? Un noir, un kahlouche. Mais il n'y en a plus des hommes sur la terre pour que tu prends un kahlouche. Alors tu veux ta mère, elle meurt, c'est ça. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non. Ah, je vais mourir. Il aura fallu plusieurs années pour que votre famille accepte cette union. Ce racisme entre les maghrébins et personnes de l'Afrique noire, c'est aussi un des thèmes de vos spectacles. Ouais. Ça revient beaucoup? En fait, j'essaie de parler de toutes les choses qui m'ont révoltée ou qui m'ont dérangée et de faire rire avec pour amener les gens à réfléchir. Et généralement, ça fonctionne bien. Moi, j'ai déjà une fille qui est venue voir mon spectacle et en ressortant de là, qui est venue me voir en me disant merci. Ma maman ne voulait pas que je me marie avec un garçon plus foncé. Et quand elle t'a vu raconter ton parcours, elle a fini par accepter. Donc si on a réussi à changer au moins une personne, c'est déjà chouette. Alors ce qui est particulier également dans votre démarche, et ce qui est assez rare chez les humoristes, en tout cas ici en France, c'est votre souhait d'être bienveillante. Vous pensez qu'on peut vraiment rire en ne se moquant de personne? C'est très français, c'est très culturel. Le sarcasme. Voilà, le sarcasme, d'être moqueur, de se moquer des gros, des petits, mais avec des chauves. bienveillance et avec amour. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers mon spectacle. C'est jamais méchant, en fait. Je prends personne à partie. J'essaie de rassembler les gens, pas de les diviser. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Quand on va avoir un spectacle, on y va pour se détendre, pas pour s'en prendre plein la figure de manière méchante. Il y a des sujets que vous n'abordez pas? J'évite de parler de sexe parce que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas en réalité. Enfin, si j'estime qu'on ne paye pas une place de spectacle pour aller voir quelqu'un être grossier, on peut faire passer d'autres messages et d'une autre manière. Pourtant, il y a des humoristes en France ici qui ont beaucoup de succès et qui ne s'empêchent pas d'y aller franco. Si ça leur convient et que ça convient au public qui les suit, c'est parfait. Simplement, moi, ça me rappelle la maternelle où on disait « Ah, t'as vu, il a dit caca, il a dit caca ». Voilà, c'est juste ça. J'ai lu quelque part que vous vouliez aussi faire un spectacle dénué d'obscénité. Vous vous êtes dit, il y a peut-être des gens, effectivement, que ça choque de par leur environnement, leur culture, leur religion aussi. Ils ont besoin de se sentir à l'aise. Ça, et aussi pour les enfants, parce que c'est quand même un public familial qui se déplace voir mon spectacle. Et du coup, tomber dans la grossièreté, dans l'obscénité, c'est pas forcément un bel exemple pour les plus jeunes. Donc dans ma salle, j'ai des personnes de 6 ans à 80 ans. Et les personnes âgées aussi apprécient que ça soit pas vulgaire ou trash. Il en faut pour tous les goûts. Oui, effectivement. Vous prenez si on devait essayer de présenter votre spectacle à ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est quoi? C'est le vivre ensemble? C'est la tolérance? C'est ça, c'est un petit peu un voyage à travers le monde. J'ai eu la chance de pouvoir voyager sans sortir de ce pays, parce qu'on a la chance d'avoir énormément de culture au sein de notre pays. Et du coup, c'est ce que je raconte, c'est toutes ces rencontres-là. Et après, plus j'ai avancé dans ma carrière et plus j'ai eu l'occasion d'aller les rencontrer dans leur pays d'origine, toutes ces cultures. Et c'est ce que j'essaie de raconter à travers mon spectacle. C'est que finalement, quoi qu'il arrive, quels que soient nos parcours, on reste tous humains et on a tous quelque chose qui nous rassemble. La semaine dernière, on recevait à votre place l'actrice Nadège Bossondiane qui a co-signé le manifeste « Noir n'est pas mon métier ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est question de racisme et de stéréotypes dans l'industrie du cinéma notamment. Est-ce que vous aussi, dans votre parcours, on vous a souvent proposé des rôles stéréotypés? Celui de la femme, de la mère célibataire, celui de la femme de ménage, celui... On ne m'a pas encore vraiment proposé de rôle, alors je ne vais pas vous mentir. D'accord. On m'en a proposé une fois qui ne collait peut-être pas avec ce que je suis, mais sinon... vous ne l'avez pas ressenti, vous, ce racisme, le fait qu'on ramène toujours ces femmes, soit à leur couleur de peau, soit à l'origine. Ça, pour moi, c'est une évidence. En France, on manque clairement de représentativité. Je veux dire, on parle de communautarisme, mais les premiers communautaires, c'est les caucasiens. Je veux dire, quand on regarde à la télévision, c'est rare que toutes les minorités soient représentées. Et il y a encore un long parcours à faire. Et c'est dommage, parce qu'on est quand même là depuis plusieurs générations. Et c'est dommage qu'on ne soit pas plus représenté que ça. Mais ça finira par arriver avec le temps. Moi, je ne désespère pas.
Votre famille, on le disait, est originaire de Tunisie. En Tunisie, vous avez beaucoup joué aussi. Vous avez monté, je disais, ce festival du rire à Djerba en 2014, un peu sur le modèle de ce qu'a pu faire Jamel Debbouze au Maroc. Vous disiez vouloir aussi participer au retour des touristes en Tunisie après des années, on le sait, qui ont été compliquées. C'était ça l'idée? Après la Révolution, qui a quand même mis un peu des années en Tunisie. Et après les 2 attentats qu'ils ont eus, c'était difficile en fait. Plus personne ne voulait venir en Tunisie. Et le Sud, notamment, vit principalement grâce au tourisme. Si le touriste ne vient pas, plus rien ne fonctionne dans l'économie. Que ce soit de celui qui vend les luminaires à celui qui est hôtelier, rien ne fonctionne. Alors je me suis dit, je vais essayer d'aider avec ce que je sais faire et ce que je peux faire. Et organiser un festival du rire, c'était une manière d'amener du public exprès pour ce festival qui viendrait consommer pendant quelques jours dans la région. Même si ce n'est pas énorme, c'est déjà ça. Et effectivement, ce qu'a fait Jamel, c'est un exemple. Et j'ai le rêve d'un jour avoir autant de moyens pour pouvoir faire quelque chose aussi grand. En Tunisie aussi, on peut rire de tout. Est-ce qu'on rit de la même chose qu'ici dans les spectacles? Ils sont très sarcastiques, les Tunisiens. Plus que les Français? Oh là là, mais si vous saviez, le Tunisien par excellence, il est sarcastique, il passe son temps à se moquer de tout et de son contraire. Et ce qu'il y a de formidable en Tunisie, c'est que les gens sont aux extrêmes opposés. Vous pouvez voir des filles habillées avec des trucs hyper courts, hyper sexy, et à côté une fille qui porte le niqab, et ça pose aucun problème. Tout le monde vit ensemble, il n'y a aucun souci. Et c'est cette société des extrêmes qui est très drôle finalement. Et il y a énormément de choses à raconter. Qu'est-ce qui vous porte, vous, aujourd'hui, dans cette actualité? Vous l'évoquiez, parfois compliquée, ces stéréotypes véhiculés par les uns et les autres. Qu'est-ce qui vous fait garder espoir, envie d'avancer? L'amour. Je pense que tant qu'il y aura encore une once d'amour sur Terre, on n'aura pas de souci à se faire. Il y a encore des gens bienveillants, il y a encore des gens aimants, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que quand on regarde les réseaux sociaux, on tombe sur beaucoup d'insultes, d'injures, etc., et de haine. Et les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs finalement du pays dans lequel on vit. J'ai la chance de voyager beaucoup en province et je rencontre des gens extraordinaires un peu partout. Et donc, pour moi, il y a encore de l'espoir. On va vous retrouver, donc vous allez partir en Tunisie, vous serez à Tunis dans quelques jours où vous allez... Oui, je pars cette nuit en fait, et je joue le 31 à Tunis. Voilà, et puis votre spectacle, on peut le voir à Paris jusqu'au 1er juillet. 1er juillet, les week-ends et après... Tous les vendredis, samedis, dimanches. Welcome, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Et un autre projet à suivre? Oui, je joue aussi à Oran le 7 juin, pour ceux que ça tente, parce que je sais que vous êtes diffusé aussi en Algérie. Bien sûr. Donc voilà, je fais un plateau là-bas, et puis il y a mon festival du rire qui revient le 29 août à Djerba. On est ravis parce que pas mal de médias se déplacent, donc on est vraiment très très contents et on espère que ça continuera à prendre de l'ampleur. Voilà, et on salue nos téléspectateurs qui nous regardent et à Djerba et à Oran. Merci beaucoup Samia Oroseman d'être venue sur ce plateau. Je rappelle votre livre, donc Femmes de couleur aux éditions First, qu'on peut trouver en ce moment. Votre spectacle à Paris et on peut donc vous retrouver en Tunisie, en Algérie, un peu partout au Maghreb cet été. Merci à vous, bonne continuation. Merci, plein de bonnes choses à vous. Merci. Et l'info continue sur France 24.